accepter l'autre, c'est l'écouter sans a priori. C'est d'entendre sa différence, c'est de rencontrer son indicible richesse, a dit Joseph Chovanec. Le jour de la naissance d'un enfant est l'un des plus beaux jours d'un couple. Nous imaginons leur visage, leur premier sourire, leur première phrase. Et un jour, nous remarquons une différence. Et tout d'un coup tombe un diagnostic. Vivre avec un enfant atteint des troubles du spectre de l'autisme. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Et si on en parlait sur la WF1 TV. Faire face à ce diagnostic, votre enfant souffre des troubles du spectre de l'autisme, provoque des bouleversements importants. Les parents doivent accepter d'abord cela et s'adapter à leur nouvelle vie. Alors aujourd'hui, pour parler de ce thème peu développé et très important, nous avons invité sur le plateau Dr J, qui est pédopsychiatre, que j'invite à venir, et aussi Madame Sarr, qui fait partie de l'association Enfants Soleil. Bienvenue à vous. Merci. Merci, prenez place. Alors, Dr J, je vous remercie d'avoir accepté cette invitation ce matin. Merci à vous pour l'invitation et bonjour. Merci. Et Madame Sarr, vous aussi, je vous remercie d'avoir accepté un emploi du temps chargé. Merci beaucoup à vous, Prista, pour l'invitation. Bonjour, Madame Dieye. Alors, sans plus tarder, je vais me tourner vers Dr J. Alors, Dr J, souvent on parle d'autisme et je sais que lorsqu'on avait discuté, vous m'avez signifié que maintenant on ne dit plus autisme, mais on parle de trouble du spectre de l'autisme. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus et nous expliquer aussi qu'est-ce que c'est? Depuis 2013, avec l'apparition du DSM-5, donc c'est un document que les psychiatres utilisent et qui permet de classifier toutes les pathologies mentales. Et donc, elle a été révisée en 2013, le DSM-5, et durant cette révision, le terme autisme a été enlevé. Dorénavant, on parle des troubles du spectre de l'autisme, parce qu'on s'est rendu compte qu'il n'y a pas un autisme, mais des troubles du spectre, différents troubles, différents niveaux, différents signes accompagnateurs. C'est pour ça que dorénavant, on parle des troubles du spectre de l'autisme. Et il a été sorti du handicap mental. L'autisme ne fait plus partie du handicap mental, ce sont des troubles. Voilà. Donc pour résumer, les troubles du spectre de l'autisme sont très larges. Mais aujourd'hui, on parle de troubles neurodéveloppementaux. Donc on est autiste, on ne devient pas autiste. Ce sont des troubles neurodéveloppementaux qui entraînent souvent des difficultés au niveau de 3 sphères. Oui. Donc au niveau de la sphère comportementale, c'est-à-dire l'enfant se comporte différemment des autres enfants. Elle est affectée et donc chaque enfant, en fonction de son environnement, en fonction de son patrimoine génétique, a une manière de se comporter différente des autres. Je peux pas citer, il y a tellement de choses, mais il présente différents troubles du comportement. On peut avoir très large spectre. Donc après la sphère comportementale, juste un exemple, c'est un enfant qui ne dirait pas bonjour, qui ne répond pas à son prénom. C'est un enfant qui a des difficultés d'interagir, qui ne va pas maintenir une conversation avec vous, parce que ce n'est pas évident pour lui. Donc après la sphère comportementale, parfois on peut avoir la sphère intellectuelle. Donc autisme peut aller avec déficience intellectuelle, peut aller avec une intelligence supérieure à la normale, peut aller aussi avec des troubles de la cognition qui vont entraîner des difficultés d'apprentissage, qui vont entraîner des difficultés au niveau de la compréhension de certaines choses, au niveau de la compréhension des choses basiques. Donc ça, c'est au niveau de la sphère intellectuelle. Et la troisième sphère, c'est au niveau des interactions réciproques. Donc c'est un enfant qui aura du mal à maintenir une dualité avec une personne. Comme notre société l'impose, on se salue, on dit bonjour, voilà, on maintient une conversation, etc. C'est un enfant qui serait plutôt dans l'indifférence, un petit peu dans son monde. L'environnement ne l'intéresse pas. Nous, on ne l'intéresse pas, donc vraiment enfermé dans son monde. Donc, difficulté dans les interactions réciproques, une certaine froideur, une certaine indifférence, associée aussi à des stéréotypies gestuelles. Ce sont des enfants qui ont des comportements, des stéréotypies dans les mains, ou une manière de tendre l'oreille, ou une manière de regarder, une manière de jouer, des attitudes ou des comportements différents des autres enfants.
Même dans le jeu, ils sont différents des autres enfants. C'est pour ça qu'on parle de stéréotypes gestuels, ça peut être des stéréotypes verbales. Ce sont des enfants qui ont des cris, parfois, qui peuvent pousser des cris qui sont assez aigus, et qui peuvent crier constamment, tout le temps, pour dire tout et n'importe quoi. Ce ne sont pas des cris parfois pour pleurer, mais juste qu'ils vont pousser des stéréotypes verbales, ou bien qu'ils vont dans le langage, pour faire une phrase, je veux manger, ils vont dire manger. Comment les parents peuvent reconnaître? Parce que là, vous avez cité un certain nombre de signes, mais en général, les parents, quand ils voient par exemple un enfant avec une hyperactivité, ils vont se dire c'est tout à fait normal et tout. Donc, comment aider les parents à reconnaître cela afin de s'approcher vers les personnes compétentes pour une prise en charge? Peut-être guider le parent, on va dire, s'il voit certains signes qui l'inquiètent, d'aller consulter. Si tout va bien, on lui dira tout va bien. Si on sent qu'il y a des prémices, on le dit. Déjà, c'est un diagnostic qu'on ne pose pas avant 3 ans. Auparavant, c'était 4 ans. Maintenant, c'est avant 3 ans. Parce que c'est un diagnostic évolutif. On ne peut pas d'emblée, parce que l'enfant ne regarde pas ou ne répond pas, qu'on dit qu'il est autiste. Il y a beaucoup d'autres signes qu'on attend qu'ils éclosent. Si ça n'éclot pas, parce qu'il y a d'autres choses qui ressemblent à de l'autisme, comme je dis, et qui ne sont pas de l'autisme. Par exemple, les enfants exposés très tôt aux écrans peuvent développer ce qu'on appelle le repli autistique. Ils peuvent développer toute la symptomatologie de l'autisme sans pour autant être des autistes. Et dès qu'on corrige, dès qu'on fait des rééducations, ils redeviennent normaux comme les autres. Donc là, ça, c'est pas de l'autisme. Mais l'autisme pur, on est avec. C'est comme si l'enfant est asthmatique. On est asthmatique, on ne le devient pas. Donc c'est ça. Donc il y a principalement 3 étapes où on peut voir certains signes éclore. Déjà entre 0 et 6 mois, le parent peut voir certaines choses qu'il peut faire, qu'il peut s'approcher des spécialistes. Parce que nous, les pédopsychiatres, nous recevons les enfants de 0 à 18 ans. Très souvent, les gens arrivent chez nous à 5 ans, 6 ans, alors que non. À 0, on peut déjà voir les enfants. En néonatologie, on peut voir les enfants déjà dès l'accouchement, anticiper sur beaucoup de choses. Par exemple, quand il y a eu des difficultés à l'accouchement, qu'il y a souffrance fœtale, nous pouvons voir ces enfants-là anticiper sur le retard qui va s'installer. Et donc, il sera moins lourd ou certainement, on peut devancer jusqu'au point le retard ne se fera pas sentir. Donc, entre 0 et 6 mois, un enfant qui est autiste, c'est un bébé qui sera très calme, qui ne pleurera pas. La mère va vous dire, quand il était bébé, je pouvais le laisser dans son berceau, il s'est réveillé, il jouait tout seul, il jouait avec ses doigts et il pouvait rester là de longues heures. Même s'il a faim, il ne va pas crier, ce qui n'est pas normal. Un bébé qui est trop sage, faites attention. Un bébé doit regarder son environnement. Si la maman sort de la chambre et qu'elle revient, doit faire du bruit pour attirer l'attention de la maman. Donc le bébé trop calme, qui n'attire pas l'attention, qui ne réclame pas à manger, qui ne réclame rien du tout, attention. Le bébé avec qui on joue et qui ne nous regarde pas. Comme mon bébé regarde, par exemple, vous jouez avec lui, vous bougez, il ne vous suit pas. Ou bien vous jouez avec lui, vous essayez de le faire rire, il ne rit pas, il ne réagit pas. Attention, il est déjà indifférent à son environnement. Et la troisième chose, très typique, un enfant quand on l'allaite, il vous regarde dans les yeux, il vous cherche dans les yeux tout le temps. Les enfants autistes ne regardent pas dans les yeux. Et très souvent, c'est en posant la question que la maman dit « Ah oui, effectivement, quand je l'allaitais, il ne me regardait pas. » Donc, ce sont des prémices. Une prémisse des tout premiers mois, surtout quand c'est de l'autisme sévère, demander aux parents d'y prêter attention. Donc ça, c'est quand il est bébé. Maintenant, très souvent, vers 18 mois avant, l'enfant autiste est un peu comme les autres enfants. Il commence à parler papa, maman. Il commence à nommer certaines personnes de son environnement. Puis tout à coup, on voit comme si l'enfant avait perdu tout ça. S'il jouait avec les autres, il commence à se retirer. S'il parlait, il ne parle plus, il perd ses mots. S'il avait peut-être acquis la propreté, il ne mettait plus la couche, il commence à refaire pipi sur lui-même et tout. C'est comme si l'enfant commençait à perdre des compétences. Mais parfois, c'est tellement dans le temps qu'on ne se rend pas compte. Du jour au lendemain, on se rend compte que mais qui il parlait, il ne parle plus. Mais qui il jouait les autres, il ne joue plus maintenant. Qui il mangeait tout seul, maintenant il croise les bras, il attend qu'on lui donne à manger. Donc ça, à cette époque-là, quand même, c'est important, dès que les parents le constatent, de consulter des EHPAD. Et la troisième, la plus globale, souvent c'est ce qu'on reçoit, c'est les enfants qui, à l'heure d'aller à l'école, à la crèche ou à la maternelle. C'est là, la maternelle ou la crèche dit aux parents, attention, votre fils ou votre fille, quand il arrive, il ne veut pas se mêler aux autres enfants. Il ne veut pas qu'on le touche. Quand on chante, il ne chante pas.
Quand on lui dit bonjour, il ne dit pas bonjour. Quand on lui dit au revoir, il ne dit pas au revoir. Quand il vient, il regarde l'environnement, ça ne l'intéresse pas. Il se trouve en coin, un petit jouet et il joue tout seul. Parfois, il peut être très perturbateur ou bien parfois il est très sage, ne dérange pas. Et donc souvent, c'est l'école qui dit aux parents, votre enfant est différent, vous deviez peut-être aller voir. Oui. Ou bien, quand il est très perturbateur, il ne refuse de s'asseoir, il touche à tout, il ne reste pas dans la classe, il ne comprend pas les règles élémentaires. Et j'arrive quelque part, je viens, je m'assois. C'est un enfant comme si, qui n'avait pas d'éducation, alors qu'il peut avoir une très bonne éducation. Mais ne dit pas bonjour, ne regarde pas les gens, ne s'intéresse pas aux autres. Quand on lui dit non, il ne comprend pas c'est quoi non, il ne comprend pas c'est quoi oui, il fait ce qu'il veut. C'est comme si un enfant qui n'a aucune éducation, parce qu'il ne comprend aucune règle élémentaire de base que nous, neurotypiques, nous comprenons. Oui. Mais ce n'est pas de manque d'éducation, c'est qu'il ne sait pas. Il ne sait pas. Et donc, oui. Très souvent, on les chasse très tôt à la maternelle. Moi, je dis souvent, mes patients sont les seuls qu'on chasse dès la maternelle. Et donc, c'est là que les parents, malheureusement, beaucoup de parents nous arrivent à cet âge, alors que la symptomatologie s'est déjà assis, alors qu'il y a eu des prémices très tôt. Quand on refait l'histoire, il y a eu des prémices. Donc, si ça peut aider les parents, il y a tous ces signes que j'ai cités durant les premières années de vie jusqu'à 3-4 ans qui peuvent orienter. Du coup, docteur Dié, je suis tentée de vous demander, est-ce que c'est héréditaire? Il y a une part d'hérédité. Donc, il faut savoir que l'autisme aujourd'hui fait partie des troubles des derniers nés. Donc, il y a encore des recherches là-dessus. D'ailleurs, je fais des recherches là-dessus. Et il y a des tests génétiques que nous faisons. Cependant, ces tests ne sont pas encore arrivés au Sénégal, vu que le coût, c'est élevé. Ah, oui. Mais il y a une notion d'hérédité dans l'autisme. Par exemple, moi, j'ai des familles d'enfants où les 3 enfants sont autistes. Les 3 nés de la famille sont autistes. Ou parfois, c'est l'aîné qui est autiste. Ou parfois, c'est le dernier qui est autiste. Mais il y a une notion d'hérédité. Mais ce n'est pas encore déterminé aujourd'hui comme la trisomie 21, où on sait que le problème vient de la 21e paire du chromosome, où au lieu de 2, il y a 3. Ça, c'est clairement défini. C'est pour ça que ça s'appelle trisomie 21. 3 chromosomes au niveau de la paire 21. Alors qu'on parle d'une paire, il doit y avoir 2. Pour l'autisme, on n'a pas encore déterminé où ça se situe exactement. Mais on sait qu'il y a une part d'hérédité. Parce qu'il y a des familles dans lesquelles on retrouve chez les enfants de la famille 3 ou 4 autistes. Je veux dire, par exemple, il y a des familles où la sœur, le frère, chacun a un enfant autiste. Donc on sait que ça vient de leur famille à eux. Chers téléspectateurs, je vous invite à écouter le témoignage d'une maman d'un enfant autiste qui a maintenant 27 ans. Nous l'écoutons. Mon fils, il a eu la méningite 5 jours après sa naissance. Donc, la méningite a laissé des séquelles telles que l'épilepsie, le retard psychomoteur. Il était agressif, il n'était pas sociable. Donc, il avait des troubles de comportement. Il ne supportait pas les gens, il n'aimait pas beaucoup de personnes. Quand je le faisais sortir, il criait, on nous regardait vraiment. Les gens passaient tout leur temps à nous regarder, ils crient, ils se battent avec moi, des fois ils me mordent. Donc là, c'était plus difficile. C'était plus difficile en ce moment. Il avait entre 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans. Il n'était pas propre aussi, il mettait des couches. Donc quand il a eu 9 ans, en ce moment, il y a le centre qui travaillait sur la propreté. Moi aussi, à la maison, je faisais comme ça. Puisque vraiment, il ne met plus de couches. Là, déjà, c'est quelque chose. Ça, je remercie le bon Dieu et les éducateurs spécialisés, vraiment. Parce que maintenant, quand il a envie d'aller aux toilettes, il me le dit. Quand il a envie de pisser, il se lève, il va dans les toilettes, puis il pisse et puis il revient. Donc aussi, il a la main. Donc, il a la main droite qui est paralysée là. Donc, tout ce qu'il fait, il le fait avec la main gauche. Donc là, maintenant, je suis en train de voir avec lui pour qu'il va quand il va aux toilettes. Après, chaque matin que Dieu fait, quand il va aux toilettes, c'est moi qui le nettoie. Parce qu'il ne peut pas se nettoyer toute seule. Donc là, maintenant, je l'apprends comment se baigner. Mais je ne le laisse pas dans les toilettes seul. Maintenant, ce qui reste, le fait de prendre le gant de toilette et de faire la toilette lui-même, il ne peut pas le faire. Là, il ne peut pas le faire. Mais je l'apprends. Je le laisse se baigner 2 jours. 3e jour, c'est moi qui reprends tout. Parce que maintenant, quand il a envie de se raser, il vient et me dit,
Aka, j'ai dit oui. Il me dit what? Je sais qu'il veut aller chez le coiffeur. Pour les médicaments, donc, une pharmacienne qui lui donne des médicaments. Elles sont deux. Donc, mais avec, vous savez, aller vers les gens, leur demander coup de main pour les médicaments. Vraiment, je le fais, mais vraiment, c'est pas facile. Je termine en demandant à l'État du Sénégal la prise en charge de nos enfants, de nos enfants. Parce que c'est pas du tout facile aussi la prise en charge. Les enfants n'ont pas de prise en charge médicale. Nous demandons à l'État du Sénégal la prise en charge de nos enfants. Merci beaucoup pour ce témoignage vraiment émouvant. Dans votre témoignage, on peut jauger toute l'ampleur, tout le travail des parents qui élèvent des enfants autistes. Dans le cas de Madame, elle élève seule son enfant qui a maintenant 27 ans. Alors, Dr. J, on a pu voir dans ce témoignage aussi qu'il y a vraiment des charges. Il y a des médicaments à acheter, il y a des examens à faire, il y a le fait de partir chez des kinésis, etc. Donc, moi, j'aimerais vous demander, par exemple, vous, quels sont les types de prise en charge que vous faites à ces enfants autistes en tant que pédopsychiatre? Donc, la prise en charge d'un enfant vivant avec TSA est pluridisciplinaire. Maintenant, ça dépend. Chaque enfant a une prise en charge qui est différente de l'autre. Il y a des enfants qui sont autistes, qui ne parlent pas. D'autres sont autistes et qui sont verbales. Il y a les non-verbaux, comme on dit chez nous, c'est-à-dire qu'ils ne parlent pas, qui ont quelques petits mots. Eux, ils auront besoin d'une rééducation orthophonique. Et il y a des verbaux qui parlent, qui n'en ont peut-être pas besoin. Et donc, il y en a qui souffrent de troubles psychomoteurs. Donc, c'est-à-dire, il y en a qui marchent normalement, qui sont indépendants, qui n'ont pas de problème de posture, de tonus, etc. D'autres ont des problèmes moteurs, c'est-à-dire soit ils ne savent pas attraper un stylo, soit ils ne savent pas attraper avec leurs mains. Vous allez les voir quand ils vont manger, ils prennent la fourchette, ils mangent comme ça. Donc, ils ont des problèmes à ce niveau et à ce niveau. Et si on ne sait pas manger, on ne sait pas écrire, on ne sait pas tenir un stylo, on ne sait pas aller à l'école. Donc eux, certainement, ils auront besoin de psychomotriciens, de rééducateurs, de rééducation psychomoteur. Donc ils auront peut-être des problèmes de posture. Il y a tellement de choses. De tonus. Il y a certains enfants autistes, ils n'arrivent pas à gérer les tonus. Ils y vont trop. Ou d'autres enfants hyperactifs, qui sont trop dans le mouvement jusqu'à ce qu'ils sont débordés. Ils ne pourront pas se poser, par exemple en classe, écouter, travailler. Parce que si on n'est pas présent, on ne peut pas se poser. Donc il y a tellement de choses. La prise en charge est vraiment au cas par cas. C'est pour ça, par exemple, dans nos centres, chaque enfant autiste a un programme qui lui est propre. On peut avoir 10 enfants dans la même classe, mais chacun a son programme bien défini. Ah oui. Ils peuvent partager des activités, mais ils ont des moments d'activités individuelles, parce qu'on a des objectifs par rapport à l'enfant là, qui est différent de l'autre. Donc, il peut y avoir une prise en charge orthophonique, psychomotricien, le neuropsychologue qui fait la remédiation cognitive, le psychologue clinicien, par exemple, si c'est un enfant dont on a besoin de travailler les affects, les émotions, qui est en trop, en excès, qui crie, qui pleure pour rien, voilà. Donc, on peut le faire. Et donc, il y a les éducateurs spécialisés qui sont là. Donc, c'est vraiment pluridisciplinaire. Comme dans le cas de Madame C, on voit que c'est une charge énorme et son fils est atteint d'une déficience intellectuelle, c'est ce que vous avez dit. C'est la plus dure, c'est vraiment la plus dure. C'est les TSA les plus durs, ce qu'on appelle les TSA sévères. Eh bien, dis donc. Bon courage à vous, Madame. Merci. Alors, donc là, moi, j'aimerais qu'on écoute encore un deuxième témoignage de Madame Marine Dour. Alors, je m'appelle Marine Dour, j'ai 39 ans, je suis maman de 4 enfants, dont un qui est autiste et qui a 14 ans. Comme tous parents, on s'attend toujours à avoir un enfant, disons, qui serait mieux que nous sur tous les plans. Et on se projette à mener une vie de famille calme avec un enfant. Et finalement, on se retrouve avec un enfant qui a certaines difficultés et ça change toute la vie. On a une vie extraordinaire au quotidien. Au Sénégal, nous ne sommes pas encore préparés à recevoir toutes les structures
d'éducation ne sont pas encore préparés pour recevoir ces enfants-là, que ce soit à la maternelle, à l'école primaire, au secondaire et encore moins dans les études supérieures. Donc déjà le premier challenge, c'est de pouvoir les insérer dès la maternelle au préscolaire. C'est un problème, mais encore moindre parce que bon, c'est encore gérable, ils sont petits. Mais une fois qu'ils doivent entrer dans le circuit classique d'éducation, ça devient très compliqué. Voilà, et il faut trouver beaucoup d'astuces pour pouvoir les faire accepter dans certaines écoles, soit spécialisées ou écoles classiques qui peuvent arriver à les intégrer en faisant l'inclusion scolaire. Bon, ça, c'est le challenge de l'éducation scolaire. Sur le plan santé aussi, je veux dire, c'est un problème parce que bon, il y a des professionnels, mais le coût n'est pas accessible à tout Sénégalais aujourd'hui qui a un enfant différent. À savoir la prise en charge, les orthophonistes, les psychomotriciens, les ergothérapeutes, en tout cas tous les professionnels qui doivent intervenir autour de l'enfant pour lui permettre un bon développement, pour ne pas sentir un handicap pesant. Aujourd'hui, avoir un enfant différent, nous le savons tous, nous subissons le regard de la société. Je veux dire, autant les enfants que les adultes ne sont pas préparés, entre guillemets, à avoir ces enfants-là dans leur quotidien, à avoir le comportement adéquat. Aujourd'hui, un enfant autiste qui fait une crise dans la rue, tout le monde va dire que c'est un enfant indiscipliné, il est mal éduqué, c'est pour ça qu'il se roule par terre. Alors que peut-être il est en pleine phase de crise et que la société ne comprend pas. Aujourd'hui, vous verrez certainement des adultes qui vont demander à leur enfant de ne pas approcher un autre enfant parce qu'il ne ressemble pas, de par ses comportements, à un enfant normal, entre guillemets. Donc la société non plus n'est pas très, très ouverte aujourd'hui, surtout au Sénégal, à recevoir ces enfants-là et à les considérer comme des enfants normaux, entre guillemets, encore je mets toujours parce que la normalité n'existe pas chez l'humain, mais à les accepter et à les faire évoluer de façon vraiment la plus saine possible dans la société. Donc le premier travail, c'est le travail que l'on fait sur soi-même, c'est accepter ce cadeau. Moi, je l'appelle un cadeau parce qu'il faut l'expérimenter pour se rendre compte que c'est un cadeau. C'est un cadeau. De loin, ça peut ressembler à un fardeau pour certains, mais quand on le vit et qu'on vit avec ces êtres extraordinaires, comme je les appelle, on se rend compte que c'est un cadeau. Donc, c'est cette phase-là qu'il faut d'abord construire en soi, se convaincre qu'on a un cadeau, on a un challenge que le bon Dieu a voulu nous poser, par rapport à toutes les religions, hein, mais que c'est un challenge qu'il nous pose et qu'il va falloir relever avec fierté, avec dignité et avec beaucoup d'amour. Une association comme Enfants Soleil, je l'ai dit, vient à point nommé parce que là, ces enfants commencent à être un peu plus, je ne peux pas citer de pourcentage, un peu plus nombreux dans la société, qu'ils soient trisomiques, qu'ils soient des enfants IMC ou autistes ou Asperger, en tout cas, tous ces enfants à besoins spéciaux, ils commencent à être nombreux partout sur la planète, mais aussi au Sénégal. Donc, avoir une association comme ça nous permet aujourd'hui de pouvoir rencontrer des personnes avec qui on a les mêmes difficultés. On est confronté aux mêmes difficultés, aux mêmes challenges. Déjà, de pouvoir échanger avec une personne avec qui on se comprend, c'est rassurant. Et après, de pouvoir se formaliser en association pour pouvoir peser sur le pouvoir public aussi, ça a son impact. Parce que quand chacun s'occupe de son enfant dans son coin, c'est toujours bien, mais ensemble, ça peut quand même avoir plus de poids aux instances de décision. Merci beaucoup pour ce témoignage, Madame Dour. Et Madame Dour est maman d'un enfant autiste. Et Madame Dour a été prise en charge par l'association Enfants Soleil. Et justement, sur le plateau, j'ai avec moi un membre de l'association Enfants Soleil, Madame Sarr.
Alors, Madame Sarr, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette association? Tout d'abord, je me présente, c'est Patricia, Madame Sarr. Je suis maman d'un garçon autiste de 11 ans et j'œuvre dans l'association Enfants Soleil. L'association Enfants Soleil Sénégal, la présidente c'est Madame Dia Adamandao. Oui. Nous avons Enfants Soleil France avec Koudindoy et Enfants Soleil Belgique avec Massatagnan. D'accord. Maintenant, l'association Enfants Soleil œuvre dans l'accompagnement des parents pour la maladie des enfants atteints d'handicap tels que l'autisme, la trisomie 21, l'IMC. C'est ça la mission de l'association Enfants Soleil, pour accompagner aussi bien les parents et les enfants atteints d'handicap. D'accord. Et vous existez depuis quand? Pour Association Enfants Soleil Sénégal, Oui, Sénégal. depuis plus d'1 an bientôt. D'accord. Ouais, plus d'1 an. D'accord. Par contre, Association Enfants Soleil France et Belgique Oui. existe depuis belle lurette. Mais pour Sénégal, c'est juste à peu près plus d'1 an. Merci beaucoup. Alors, pour étayer vos propos, on a en ligne Madame Doy, justement, qui est la présidente de l'association Enfants Soleil France. Mais avant de l'écouter, je vous rappelle que vous êtes dans votre émission Ici on en parlait. Et pour aujourd'hui, nous parlons d'un thème qui est peu débattu, mais qui est très important, vivre avec un enfant atteint des troubles du spectre de l'autisme. Et pour ce faire, nous avons sur le plateau deux grandes dames, dont Dr J, qui est pédopsychiatre, et Madame Sarr, qui fait partie de l'association Enfants Soleil. Alors, nous revenons avec Madame Doy, qui est la présidente justement de Enfants Soleil en France, à qui nous donnons d'ailleurs la parole. Bonjour Prisca, bonjour à tous les téléspectateurs de cette belle émission Ici on en parlait. Et bonjour également à Madame Jay et Madame Senghor qui sont sur ce plateau. Je vous dis bonjour depuis la France. Donc, je suis Koudi, la présidente de l'association Enfants Soleil France. Et je suis vraiment ravie d'être parmi vous aujourd'hui pour partager, pour donner aussi un petit témoignage concernant le trouble du spectre de l'autisme. Alors, quelque chose que je connais très bien maintenant, vu que je suis maman aussi d'une petite fille de 7 ans qui est autiste et autiste non-verbal, donc qui ne parle pas et qui n'a pas encore acquis la marche. Donc, bonjour à vous et merci vraiment d'être sur ce plateau. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu quelle histoire se cache derrière cette association? Prisca, il y a une belle histoire qui se cache derrière la création de l'association Enfants Soleil France. Donc, l'association a été créée depuis 2020. Depuis 2020, nous avons créé cette association avec une autre amie à moi, dont la fille est également autiste. Donc, c'est justement la trésorière de l'association, Mariama Diallo, que je salue au passage. Et voilà. En tant que maman d'enfants autistes, vous savez que nous avons un cheminement à faire à partir du moment où le diagnostic arrive. Donc, pour ma part, nous avons constaté à l'âge de 6 mois que ma petite Maguette avait quelques différences. Et donc, suite à un diagnostic qui a été posé par notre médecin traitant, parce qu'on a alerté le médecin traitant à plusieurs reprises, et également le pédiatre, qui nous ont prescrit un bilan à faire. Et suite à ce bilan, donc le tapis rouge a été déroulé. Donc on nous a dit que notre petite était en situation de handicap, mais le mot autisme n'a pas été prononcé clairement. Et plus on faisait les soins, plus mon esprit allait en fait vers le Sénégal, et plus j'avais envie de voir, et plus je me mettais en fait à la place d'une femme sénégalaise qui vivait la même situation que moi, et je m'interrogeais à savoir, est-ce que cette même femme a droit aux mêmes prises en charge que moi, aux mêmes prises en charge que mon enfant est en train de bénéficier. Et donc, avec le temps, cette question devenait un peu persistante dans mon esprit, et il fallait vraiment lever le doute, tout comme on a levé le doute avec la maladie de notre petite Maguette. Et il fallait lever le doute, et donc j'en ai parlé à mon époux,
Et j'en ai parlé aussi à mon entourage et avec le temps, nous avons fini par trouver un commun accord avec Mariama de créer une association. Et donc, on s'est dit aussi, pour créer une association, regardons déjà ce qui se fait au Sénégal, au lieu de venir avec encore un projet, un nouveau projet. Pourquoi ne pas rejoindre des personnes qui ont la même vision et en tout cas le même projet que nous, ou bien un projet à peu près similaire, et pour juste apporter notre contribution. Donc, l'histoire est partie comme ça. On a eu le plaisir et l'honneur, en tout cas, de rencontrer Madame Adamandao, qui est la présidente de l'association Enfants Soleil Sénégal. Et avec elle, l'aventure a commencé depuis 2020 et nous travaillons en étroite collaboration. Merci beaucoup, Madame Douy. Et merci pour votre témoignage aussi. Hein. Et j'avais une autre question, c'est comment est-ce que vous arrivez à prendre en charge la stigmatisation de la société face à votre enfant autiste? Vous savez, la stigmatisation, ce phénomène, cette chose bizarre, que ces idées arrêtées, ce comportement malsain que les gens ont envers le handicap, envers les personnes qui sont en situation de handicap, c'est un phénomène en fait qu'il faut stopper. Donc là, aujourd'hui, moi je me dis, on est en 2023, je pense qu'il est plus que temps que les gens changent de mentalité. Et pour qu'il y ait cette rupture et ce changement de mentalité, en fait, il faudrait que les acteurs eux-mêmes se mettent en première ligne. Donc d'où notre présence, nous, en tant que maman, d'où notre engagement en tant que parents, et d'où ce changement, cette sensibilisation que nous faisons au niveau des populations, parce que pour faire changer les mentalités, il faudrait-il déjà que les gens prennent conscience du mal qu'ils font. Il faudrait-il déjà que les gens prennent conscience de leurs faits et gestes et aussi de certaines paroles qui peuvent juste heurter la sensibilité de la personne qui est en face. Si j'avais un conseil à donner à une maman comme moi, un petit conseil, c'est vrai que on n'a pas forcément de conseils à donner, mais moi, pour ma part, je dirais ce que je pratique et je vois que ça marche. Je peux peut-être je peux avoir je peux le partager. Je peux le partager. Donc, moi, je traite ma fille, c'est une princesse. C'est même pas que je la traite, je la considère comme une princesse. Donc, le fait vraiment de la considérer comme une princesse, ça suit. Je lui porte beaucoup d'amour. Je l'aime de tout mon cœur et cet amour est fusionnel. Et je vois, quand je la vois, c'est cet amour qui déborde en fait de mon cœur qui vient sur elle. Et quand elle me voit, c'est aussi la même chose. Et on se donne tellement d'amour que quand on nous regarde, on a envie, on est porté par cet amour. Donc, il n'y a que l'amour en fait qui peut nous faire sortir de toutes ces petites situations qui sont désagréables par moments vis-à-vis du handicap. Donc, donnons-leur de l'amour et ils en feront autant pour les autres et les autres ne peuvent que les aimer en fait. Donc voilà, ça c'est le message pour les parents et surtout, mettez-vous en posture de lionne si vous devez être des lionnes. Mais donnez beaucoup d'amour parce que ça, c'est le plus important. Merci beaucoup d'avoir donné votre avis là-dessus et nous vous remercions vraiment d'avoir participé à cette émission. Alors, je reviens avec Madame Sarr. Madame Sarr, combien de personnes, combien d'enfants est-ce que vous avez pu prendre en charge depuis la création de l'association Enfants Soleil? Quels sont les chiffres approximatifs? Parce que je sais aussi que vous prenez en charge, certes, les enfants atteints d'handicap, mais vous avez aussi des bourses que vous accordez à ces enfants. D'accord. Là, actuellement, pour les membres, nous faisons maintenant plus de 150 personnes. Ah oui? Bien, bon, quand je dis 150 personnes, c'est le parent qui accompagne l'enfant. Donc, je considère ça une seule personne. Ça fait plus de 150 personnes. Comme par exemple, pour l'année scolaire de 2022-2023, oui, l'association a pu prendre en charge les enfants qui vont à l'école avec une bourse scolaire. Par exemple, il y a des enfants atteints d'autisme. Oui. Ceux qui vont à l'école, il y a des écoles spécialisées ou écoles inclusives. L'association a pu participer. Oui.
à leur scolarisation. Donc, l'association a accordé une bourse à ces enfants-là. D'accord. D'accord. Pour les enfants qui sont atteints de trisomie 21, Oui. il y a également d'autres bourses qui leur sont offertes pour d'autres activités. Par exemple, même s'ils ne vont pas à l'école, mais il y a des formations qu'il faut. Par exemple, il y a des enfants qui sont âgés, qui n'ont plus l'âge d'aller à l'école, qui suivent des formations. Pour ceux-là également, l'association a offert une bourse. D'accord. Donc, comme je vous l'ai dit, nous faisons plus de 150 enfants. D'accord. Et chaque enfant a pu bénéficier d'une bourse et d'une aide. D'accord. Voilà. Et donc, ce que j'aimerais vous demander aussi, après avoir visité votre page Facebook, c'est quel genre d'activité vous proposez justement à ces enfants? Parce que je vois que vous proposez aussi certaines activités. Et sinon, comment vous aidez aussi le parent à prendre en charge ses enfants? Bon, d'accord. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, côté scolarisation, Oui. ils aident certains parents pour payer la scolarité de leurs enfants. D'accord. Côté médical, Oui. nous avons un CMU là, qui va bientôt démarrer. D'accord. Qui va bientôt démarrer. L'association aide ses parents pour la prise en charge médicale. Par exemple, côté pédopsychiatrie, avec les psychologues, même s'il y a des enfants qui ont des interventions, des opérations, l'association intervient. Vous voyez. Par exemple, côté médical aussi, pour les soins, l'association est en collaboration avec certaines boutiques. Oui. Par exemple, quand il y a promo et réduction, ces boutiques-là collaborent avec l'association et avec notre carte de membre, on peut aller dans ces boutiques-là. Ah, c'est bien. Voilà, on peut aller dans ces boutiques-là et acheter avec une certaine réduction. Côté santé, côté coiffure, côté épanouissement et tout. Hormis ces activités-là, nous avons un GIE au sein de l'association. Oui. Parce que comme vous le savez bien, avoir un enfant atteint d'handicap, la plupart de ces parents-là, ils ne travaillent plus. Oui. Donc, vous voyez, il faut forcément avoir une source de revenus. Donc, du coup, l'association a créé un GIE pour ces femmes, leur permet d'avoir une activité qui leur permet de prendre en charge leurs enfants. D'accord. Voilà, c'est comme ça que l'association aide ses mamans et ses enfants. Alors moi, je suis bien tentée de vous demander parce que tout à l'heure, on a écouté la première fois le témoignage d'une maman justement qui élève seule son enfant atteint d'autisme, qui a maintenant 27 ans et qui malheureusement ne travaille plus parce qu'elle fait beaucoup d'aller-retour entre les différents hôpitaux et tout ça. Donc, par exemple, pour ce genre de personnes, c'est-à-dire, vous partez vers ces personnes ou bien elles peuvent venir vers vous pour que vous leur proposiez cette aide-là ou bien l'enfant est déjà à un âge trop élevé pour faire partie de l'association prend tout type d'enfants, comme je vous l'ai dit. Même malgré qu'ils soient âgés, par exemple, de 27 ans. Oui, comme par exemple, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des enfants qui sont en âge d'aller à l'école. Oui. L'association les aide, les guide, les accompagne du moins. Ceux qui ne sont plus en âge d'aller à l'école, ils sont forcément dans le milieu professionnel. Oui. Si vraiment ces enfants sont formés à un emploi ou autre, l'association aide ces enfants, on les intègre dans le milieu professionnel. Voilà, c'est ce que l'association. Donc, c'était pour vous dire que pour tout type d'âge, l'association prend en charge ces enfants atteints d'handicap. Et maintenant, par rapport à la maman? À la maman, comme je vous l'ai dit, le GIE, qui permet à ses parents d'être autonomes, intégrer facilement aussi. C'est assez complet. Vous en pensez quoi, Dr. J? Oui, je trouve que c'est vraiment noble. Moi, je les suis depuis des années. Je suis à travers leur Facebook. Mais je ne savais pas que vous aviez tous ces éléments. C'est vraiment même pour bien. le GIE, il y a la production de savon. Il y a beaucoup de choses que ces femmes-là font, qu'ils vont après revendre sur le marché ou bien au sein même de l'association. Et avec cet argent-là, ces femmes l'utilisent pour leur propre... Ça leur permet d'être autonomes et subvenir à d'autres besoins. Et Dr. J, elle a parlé tout à l'heure de la prise en charge d'un enfant pour l'insérer dans le milieu professionnel. Alors, moi je pense aux différentes étapes d'un enfant autiste. Déjà, bas âge, comment lui apprendre à profiter. Je suppose que c'est très compliqué. Je pense aussi à l'adolescence. Déjà, nous-mêmes, quand on a un enfant adolescent, on va dire normal, c'est compliqué. Donc, d'autant plus un enfant atteint des troubles du spectre de l'autisme. Et maintenant, à l'âge adulte, pour l'intégrer dans le milieu professionnel. Les différentes étapes,
comment est-ce qu'on peut s'en sortir? Parce que moi, je pense à tout ça, je me pose cette question, comment on peut s'en sortir? Parfois, ça peut être simple. Ce que je dis toujours, les gens ne comprennent pas. L'autisme n'est pas une fatalité. C'est comme quand vous allez voir le médecin et il vous dit votre enfant est asthmatique. Alors, il y a des mesures hygiéno-diététiques à respecter. Il faut éviter de l'enfumer, il faut aérer la maison, il faut l'habiller chaudement. Vous la respectez, l'enfant ne fait plus de crise. Mais il va vivre. Il va aller à l'école, il va se marier, il va vivre avec son asthme, il va gérer. Tout à fait. Une personne diabétique vit avec son diabète, apprend à vivre avec son diabète, à vivre avec son régime, à éviter le sucre, et il vit bien. L'autisme, c'est pareil. C'est un trouble. Mais il faut apprendre à vivre avec. Et comme je vous dis, il y a différents types d'autisme. Vous savez, il y a les autistes haut niveau, qui, en général, passent entre les mailles du filet. Ils ne sont généralement pas très diagnostiqués, ou c'est des adultes qui reviennent après demander un diagnostic. Parce que je reçois souvent des demandes d'adultes qui, en lisant beaucoup de choses ou en ayant vécu certaines choses, se rendent compte qu'il est peut-être autiste et revient dire « Docteur, moi je pense que j'ai toujours été autiste toute ma vie, mais je n'ai jamais été diagnostiquée. » Ça existe beaucoup. Et pourtant, cette personne-là, si elle vient s'asseoir ici aujourd'hui, vous dit « Je suis autiste », vous n'allez pas le croire. Donc il y a beaucoup plus d'autistes dans le monde qu'on le croit. Les autistes haut niveau sont des personnes en général très responsables, très intelligentes et qui sont brillants. Vous voyez, aujourd'hui, on parle de Messi. Il a bien réussi dans sa vie. Einstein était un autiste. Beethoven était un autiste. Là, je ne savais pas pour Einstein. Si. Je savais pour Beethoven, Einstein, mais c'est pas la personne Einstein. qui aujourd'hui a le QI le plus élevé au monde. C'était un autiste. Donc c'est ce qu'on appelle les autistes haut niveau. Parfois, ils ont une intelligence supérieure à la nôtre. Donc souvent, ces enfants ils ont juste des difficultés de comportement. D'accord. Mais comme ici, l'école se focalise sur les résultats scolaires, ils vont avoir un parcours brillant. Mais ils ont juste des difficultés d'interaction. Ce sont des enfants plutôt qu'on va appeler timides, qui n'auront pas d'amis, qui seront dans leur coin, qui ne parlent pas beaucoup, mais ça ne les empêche pas d'avoir une vie normale. Adultes, ce seront des adultes plutôt esselés. Souvent, c'est des personnes... Certains se marient, d'autres choisissent de ne pas se marier, mais bon, voilà, ils ont une vie normale. Maintenant, c'est compliqué pour ceux qui ont un diagnostic plutôt sévère ou qui ont des pathologies associées assez lourdes. C'est pour eux que c'est compliqué. Ce qui peut être compliqué, par exemple, quand il y a un retard mental associé, un retard mental sévère, donc on ne peut pas attendre de cet enfant qu'il fasse des études jusqu'au bac. Ce serait être maltraitant envers lui, parce qu'il ne peut pas, ses capacités intellectuelles ne lui permettront peut-être pas d'arriver à un certain niveau d'apprentissage. Donc avec ces enfants-là, ce qui est important, c'est l'alphabétisation, qu'ils sachent lire, qu'ils sachent compter, qu'il y ait un minimum pour avoir une vie normale. Et comme l'association Enfants Soleil le fait, avec ces enfants-là, après on les oriente en formation professionnelle ou voilà, ils peuvent trouver quelque chose de manuel. On n'est pas tous obligés de faire des études universitaires pour réussir sa vie. Voilà, on les oriente. D'autres cultures, les filles, il y a ce qui est salon, restauration, menuiserie. Et heureusement, il y a des centres mécaniciens. Il y a plein de choses qu'ils peuvent faire. Informatique, sérigraphie. Moi, j'en ai un qui a ouvert sa société de sérigraphie qui a 28 ans aujourd'hui. Oui. Donc, il y a plein de choses qu'ils peuvent faire. Équitation, les activités sportives. Les artistes, surtout la musique. Parce que, voilà, la chanson. Il faut savoir que les autistes, certains autistes ont un seuil, ont une hypersensibilité sensorielle. C'est-à-dire, ils entendent mieux que nous. Ils ont des décibels au-dessus de nous. Donc, eux, ils sont capables d'être ici, d'entendre le son d'une voiture qui arrive, que vous et moi, nous n'entendons pas. Donc, ils ont cette particularité. C'est pour ça qu'ils sont très forts en musique. J'ai fait une étude sur l'autisme dans les années 1975. Professeur Seck en avait parlé. On a refait le tour avec une personne qu'on appelle André Zampleni il y a 2 ans. Auparavant, on les appelait l'enfant nid de Koubon. La stigmatisation. Voilà. Donc, on disait qu'ils étaient méchants. Parce que c'est des enfants... Ils sont indifférents à leur vie. Tu peux les saluer, ils ne te saluent pas. Ils ne disent pas bonjour, ils ne disent pas au revoir. Ils ne s'intéressent pas à toi. Donc, dans notre culture, c'est comme si cette personne est méchante, alors que ce n'est pas le cas. Donc, culturellement, ce qu'on dit, quand tu as un enfant nid de Koubon, c'est un enfant qui a été remplacé dans le ventre de la mère, on dit. Donc, pour savoir si ton enfant est nid de Koubon, il y a une chose que tu dois faire. Tu le ramènes dans la forêt et tu le laisses passer la nuit là-bas. S'il revient,
c'est que c'est ton enfant. S'il ne revient pas, c'est qu'il est rentré chez les siens. Il va se passer tout seul Oui, dans la forêt. oui. Il va se Donc débrouiller. imaginez, certains disent la forêt, du côté de mes mbok du Fouta. D'autres disent, tu le mets dans l'eau, étant bébé, et tu le laisses. S'il survit, il revient, c'est ton enfant. S'il ne revient pas, c'est un Nidkoubon qui est rentré chez les siens. Vous imaginez combien d'enfants sont passés par là? On laisse un enfant dans une forêt. On laisse un enfant qui ne sait pas nager dans l'eau. On s'attend à ce qu'il revienne. Les parents ont le cœur de faire ça. Mais ça se fait. Si le parent ne le fait, on est dans une société culturelle où je ne suis pas propriétaire de mon enfant. Il y a ma belle famille, il y a ma famille, il y a mes grands-parents, tonton, tata. Même si je ne veux pas, on peut prendre mon enfant et lui faire ça. J'en ai connu quand j'étais en psychiatrie adulte des mamans en dépression. Après qu'on ait pris leur enfant Nidkoubon, qu'on les a laissés dans la forêt, évidemment cet enfant n'est jamais revenu. On en est encore dans ces pratiques-là au XXIe siècle au Sénégal. Ça ne se dit juste pas. Comment on réussit à survivre à ça? Et quelles sont les stigmatisations fréquentes qu'on reçoit, à part le fait qu'on dit qu'ils sont des personnes méchantes? Comment pour moi, je me dis que c'est aux parents de s'imposer, d'imposer l'enfant à la société, de faire savoir que l'autisme ou autre handicap, c'est une maladie comme les autres maladies aussi au Sénégal, comme le sida et autres maladies. Donc ça, peut-être la société sénégalaise ne maîtrise pas encore cette maladie. Donc je me dis que elle ou d'autres médecins, c'est à eux par exemple d'accompagner ses parents dans ce combat-là, faire connaître à la population sénégalaise c'est quoi l'autisme. Voilà, pour moi, ma part personnelle, je pense que c'est aux médecins de jouer ce rôle-là. Bien vrai que les parents, en tant que parents, c'est à toi aussi d'imposer ton enfant à la société, de l'accompagner, de faire savoir aux gens du quartier, de la famille, que c'est juste des troubles, mais pas que c'est un enfant qui est mauvais, qui est venu pour, je sais pas, pour porter malchance aux parents. Voilà, donc il faut juste s'imposer, de faire connaître aux gens la maladie, c'est quoi. Docteur Guy, vous me parlez tout à l'heure du 2 avril, qui est la Journée mondiale de l'autisme. C'est une journée qui a été décrétée à la demande justement des parents, des soignants d'enfants. Aujourd'hui, c'est une journée internationale qui est, je ne vais pas dire qui est fêtée parce que ce n'est pas une fête, mais qui est reconnue à travers le monde. C'est une journée pour de sensibiliser. Cette journée a été créée et a été décrétée à l'ONU pour faire le plaidoyer de ces enfants justement. C'est le jour où on parle, on rappelle, on fait le plaidoyer, on rappelle aux politiques que ces enfants ont des droits qu'ils n'ont pas encore, qu'on ne les a pas encore faits, qu'ils attendent plein de choses. Mais juste pour accompagner madame, effectivement, elle a raison. Et je la félicite d'ailleurs. Parce que dans ma pratique, il y a très peu de parents d'enfants qui osent parler de leur enfant. On est plus encore dans la cachette. Beaucoup de gens cachent leur enfant à domicile sans soin, malheureusement. Parce qu'ils ont peur du regard des autres, ils ont peur de la stigmatisation de la société. Donc il faut beaucoup de courage aux parents pour sortir. Et je les exhorte, il y a des parents, dès qu'on fait l'annonce diagnostique, tu ne les revois pas. Tu les rappelles, tu leur cours derrière, ils ne reviennent pas. Parce qu'ils ont peur de ce qu'ils ont entendu, ils ne peuvent pas assumer. Ils préfèrent aller voir le marabout qui va leur dire, oui, il va guérir, il faut tuer un bœuf, un mouton. Donc ça aussi, il y a ces gens-là qui, malheureusement, font perdre beaucoup d'argent, de temps aux parents parce qu'ils leur promettent la guérison. Alors que s'ils viennent chez moi, je suis vraiment désolée, le diagnostic est lourd, mais c'est à vie. Quand on dit ça à quelqu'un alors qu'une autre personne vous dit non, 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 il va guérir, achetez un mouton, achetez autre, c'est normal qu'ils partent. Nous, par exemple, dans nos structures, on a ce qu'on appelle des groupes de parole parents, des groupes de soutien parents, qu'on fait avec les psychologues. On invite les parents et on en profite. On invite les belles familles, on invite les grands-mères, les frères et sœurs. En fait, la nounou, l'école, on invite tout le monde pour sensibiliser, parler, échanger autour de l'enfant. Et je vous assure, ce sont des moments où c'est difficile. On le fait mensuellement, mais chaque fois, j'appelle des séances de larmes. Mais c'est des témoignages, c'est dur. Il y a des moments qui n'entendent dire ce bir bi mënoo jur lu baax en wolof dit c'est ton ventre. Tu n'as pas pu mettre au monde un enfant normal. D'autres qui disent oui, quand vous étiez en état de grossesse, vous avez porté tout ce que vous voulez. Vous ne vous êtes pas couvert le ventre, vous n'êtes pas couvert la tête. On en est encore là. Et c'est la maman. Alors que parfois dans la génétique, l'autisme vient du père. Ils vont pas être contents les pères. Hein? Sur 10 enfants autistes, les 7 sont des garçons. Oui. Il y a 3 garçons pour une fille.
Ce qui est dommage, c'est pour ça que je n'aime pas faire l'annonce diagnostique. De 2016 à maintenant, j'ai fait une étude sur l'impact de l'autisme sur le vécu des parents. Et je me suis rendu compte avec cette étude que l'annonce diagnostique a fait exploser beaucoup de couples. Beaucoup arrivent à deux et on finit avec une maman seule ou un papa seul face à l'enfant. Malheureusement, très souvent encore, les hommes, quand ils vivent ça, très souvent, c'est pas toujours eux, hein. Je pense qu'il y a aussi la belle famille, mais on leur dit, mais prends une deuxième femme, elle va te donner un fils normal. C'est plus simple d'aller fuir et de dire c'est de sa faute. Et d'autres, malheureusement, ont pris et ont eu encore un enfant autiste. Et c'est là qu'ils ont accepté la fatalité. Parfois, c'est important que Dieu, voilà, c'est une certaine fatalité. J'en ai vu de toutes les couleurs. Mais très souvent, notre société a tendance vraiment à mettre la faute sur le dos de la mère. Et très souvent, elles se font abandonner. Maintenant, l'abandon peut être parce qu'ils pensent que c'est elle, c'est son ventre. Parfois, comme elle a dit, une maman qui travaille, qui ne travaille plus. Et ce qui est dur aussi, un enfant qui doit aller à l'école est refusé dans les écoles spécialisées, vous savez un peu les prix. Ah oui, C'est coûteux. Les écoles spécialisées, aujourd'hui, si vous n'avez pas autour de 200 000 par mois, vous ne pouvez pas mettre votre fils ou votre enfant dans une école spécialisée. Et la nourriture n'est pas encore venue et le transport n'est pas encore venu. Donc les écoles, c'est presque des salaires. Il y en a qui sont à 500 000 par mois. Et une autre particularité aussi, au Sénégal, quand on a un enfant différent, c'est très difficile d'avoir une bonne ou une nounou. Parce que les nounous aussi sont... Dès qu'ils arrivent dans la maison, certains disent on peur de l'enfant, d'autres disent non, un enfant de 10 ans, je ne vais pas me mettre à le nettoyer, à le laver. D'autres... Voilà, c'est compliqué pour ces mamans-là d'avoir des nounous fixes. Parce que l'enfant est compliqué, l'enfant touche à tout, fait des bêtises dans la maison, les nounous s'en vont. Donc ces mamans sont acculées de tous les côtés. Au travail, trop d'absence. Elles perdent leur travail finalement ou elles-mêmes, elles décident d'arrêter. Trop de dépenses, pas de nounou. Tu finis par être la nounou toi-même, être la bonne toi-même et tu délaisses ton foyer. Et après, ton mari, les belles jeunes filles de Dakar, avec l'influence de la famille, mais va voir, peut-être que tu peux avoir une autre femme qui va te donner des enfants normaux. Et les couples implosent comme ça. Dans mon étude, il y a beaucoup de couples qui ont divorcé après l'annonce diagnostique. Merci beaucoup. Maintenant, moi, j'aimerais bien vous demander quel conseil est-ce que vous donnerez aux parents d'enfants atteints des troubles du spectre de l'autisme, mais aussi à l'entourage. Quels sont les conseils? Très soutenant. C'est dur d'être très soutenant envers ses parents, d'arrêter de penser à la sénégalaise, comme on peut dire, de pointer du doigt, d'être soutenant, d'être compréhensif et de comprendre que tout le monde ne se ressemble pas dans ce monde. Il y a des enfants à besoins spéciaux. Il n'y a pas que l'autisme, il y a d'autres maladies qui sont là. Mais d'arrêter de penser que si j'ai un enfant qui n'est pas normal, voilà, les autres vont me pointer du doigt, les autres vont me regarder, les autres vont penser. Je dirais à ces mamans-là, elles sont courageuses, hein. Mais moi je leur dis des fois, il ne s'agit pas de courage. Il faut écrire sur votre front MEDRE et vivez votre vie. La deuxième chose, c'est d'aller consulter très très tôt. N'hésitez pas, quand vous voyez quelque chose qui pense ressembler dans les réseaux, vous avez lu, vous voyez votre enfant, n'ayez pas peur, parce que beaucoup de parents ont peur. Des parents viennent en consultation, ils vous disent, docteur, la veille, hier soir, je n'ai pas dormi. Je pensais à ce moment-là, quand je vais vous rencontrer. Qu'est-ce que vous en pensez? Mon téléphone sonne tout le temps. Parce que c'est des moments très inquiets avant d'arriver. Je leur dis, évitez Dr Google. Parce que Dr Google vous embête. En fait, Dr Google vous dit trop de choses. Parfois, les parents arrivent avec beaucoup d'inquiétude. Et quand on leur explique, ah bon, c'est ça, ils relativisent. Ils se rendent compte qu'ils sont stressés, qu'ils n'ont pas dormi, alors que ce n'était pas ça. Donc, évitez Dr Google. Allez voir les spécialistes. Ils vont vous dire, oui, c'est ça. Non, c'est pas ça. Passez par là, passez par là. Moi, c'est ce que je conseille aux parents. Voilà. Merci beaucoup pour ces conseils. Et vous, Madame Sarr, quels conseils vous pouvez donner à ces parents en tant que membre de l'association Enfants Soleil, mais vous-même en tant que parent d'un enfant autiste? Et en parenthèse, je vous trouve très belle, très courageuse. Voilà, bon, comme elle l'a si bien dit, c'est à la maman, je ne sais pas, ou au papa, de s'imposer dans la société, de vivre sa vie, de ne pas calculer.
Parce que c'est un enfant, dis-toi que c'est un don du ciel. Dieu t'a donné un enfant, il n'a pas donné à une autre femme qui pendant 10 ans dans un foyer a prié Dieu. Même si cette femme-là aurait voulu avoir un enfant, même handicap, elle le prenait. Donc toi, Dieu t'a donné un enfant, c'est un autiste. Dis-toi que c'est un don. Comme elle l'a dit, les autistes, c'est des enfants qui peuvent réussir demain. Voilà, donc quand on s'en occupe, demain, il deviendra quelqu'un. Voilà, en tant que mère. C'est ce que je dis. Ça, c'est le combat de la maman, de s'imposer, de sortir l'enfant, d'expliquer aux gens c'est quoi la maladie, d'accepter l'enfant. C'est à eux aussi d'aider l'enfant. Éviter de cacher l'enfant dans les maisons, de ne pas les amener dans certains endroits. Non, il ne faut pas cacher l'enfant. Il faut sortir l'enfant, qu'on le voit, qu'on sache la maladie. Voilà. Et pour l'association aussi, j'ai dit au passage merci à Adamandao. Déjà, comme elle disait ça tout à l'heure, au Sénégal, nous n'avons que 4 centres qui s'occupent de ces enfants. Et c'est peu par rapport au pourcentage. D'où l'objectif de l'association. On est en train de construire un centre jaune. La maison jaune. Pour l'association Enfants Soleil, qui va bientôt ouvrir ses portes à tous ces enfants. Alors, nous arrivons à terme de cette émission. Ici, on en parlait. Et j'ai eu le plaisir de partager ce plateau. Et j'aimerais remercier la présidente Dia, qui est la présidente de l'association Enfants Soleil du Sénégal, grâce à qui aussi on a pu faire cette émission. J'aimerais aussi par la même occasion remercier Madame Doy, qui est la présidente de l'association Enfants Soleil France, et aussi tous les autres membres aussi de votre association qui abat un travail vraiment noble pour pouvoir aider ces parents-là. Et c'est un très bon travail et je vous dis de continuer, de ne pas baisser les bras. Et j'aimerais aussi remercier aussi Dr. J. Merci. Oui, Vous pouvez me permettre de remercier mes associations de parents aussi. Voilà, oui, bien sûr. Voilà, moi j'aimerais vraiment remercier les associations de parents que nous avons au sein de nos différents centres. Il y a l'association des parents de Khalei qui existe depuis et à Diamniadio, l'association des parents de Diamniadio qui sont là et qui œuvrent. Il faut savoir qu'à Diamniadio, c'est loin de Dakar. Et donc il y a des parents qui arrivent à 9h, qui de 9h à 13h restent, amènent leurs enfants, restent sur place, attendent que les enfants aient fini à 13h pour rentrer chez eux. Et c'est au quotidien pendant 9 mois. Donc je remercie ces mamans, elles sont battantes. Je vois les efforts qu'elles font, rien que pour la prise en charge de leurs enfants. Nous les remercions et les encourageons. Il y a l'association des parents de centre psychiatrique de Thiaroye. Dans cette zone-là aussi, nous avons des parents qui viennent, qui s'assoient sur les bancs, qui s'assoient où elles peuvent et attendent leurs enfants de 9h à 13h avant de rentrer chez elles. Donc à tous ces moments, je les remercie pour la confiance. Donc je remercie mes différentes équipes. L'équipe de Diamniadio, l'équipe de Thiaroye et l'équipe d'éducotisme. En passant aussi remercier l'association des parents Enfance Espoir Bleu d'éducotisme qui est à Dakar, où voilà, les parents sont là, ils appuient la structure, ils ont aidé à mettre en place cette structure. Nous remercions tous ces parents de la confiance qu'ils ont en nous, pour nous avoir confié leur enfant. Nous savons que ce n'est pas évident. Je remercie mes 3 équipes, l'équipe de Dakar, de Thiaroye et de Diamniadio. Je vois tous les efforts qu'ils font pour la prise en charge de ces enfants, tous les sacrifices qu'ils font pour la prise en charge de ces enfants, et les remercier. Et aussi dire, nous avons aussi un projet de centre national de référence autisme. Parce qu'aujourd'hui, en France, en Belgique, aux États-Unis, l'État a créé des CRA, ce qu'on appelle les centres de référence autisme, pour la prise en charge de ces enfants. Et ces CRA sont subventionnés par l'État de telle sorte que le parent n'a pas à payer grand-chose pour que son enfant puisse être pris en charge. Nous avons le projet du CRA national au Sénégal qui est sur la table du président depuis 2 ans et qui est sur la table du ministère de la Santé depuis 2 ans. Donc nous faisons appel à nos autorités pour la énième fois, vraiment de nous appuyer, de travailler sur ce projet de centre où nous appelons tous les spécialistes de la petite enfance à venir travailler ensemble, à élaborer un programme national diplômant pour ces enfants-là, pour que demain, eux aussi, ils puissent avoir un diplôme national reconnu et qu'ils puissent être insérés dans les sociétés. Nous en avons vraiment besoin. Et le message est très bien passé et
Merci encore. Et j'aimerais vraiment remercier aussi les mamans qui ont donné un témoignage poignant. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté de témoigner. Et je remercie aussi Signa Cosmétique qui m'a habillée ce matin de cette belle tenue en wax. Et sans oublier de remercier ma très belle équipe technique de la WF1 TV. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite pour un autre numéro de Et si on en parlait sur la WF1 TV. Et pour le moment, n'hésitez pas à laisser des messages encourageants sur nos réseaux sociaux à toutes ces personnes qui se battent chaque jour et aussi à rester sur la WF1 TV parce que nous sommes aussi sur IPTV.